Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la subconscience et je vais à nouveau vous parler du fameux cycle de 7 ans en rapport avec les élections et les événements politiques. Vous savez que j'ai élaboré deux cycles, un cycle qu'on pourrait appeler masculin et un cycle féminin, et ils sont décalés l'un par rapport à l'autre de 3 ans environ. Alors, en introduction, je dirais que en lisant les textes juifs, notamment ceux de Josia Eisenberg, il nous rappelle que le Shabbat est effectivement le 7e jour, mais c'est également le milieu de la semaine. Et qu'il est précédé de 3 jours qui sont l'approche du Shabbat et de 3 jours qui sont la continuation du Shabbat, la succession du Shabbat. Et ça me paraît extrêmement intéressant comme point de vue, parce que ça correspond assez bien à ce que j'appelle le cycle de Saturne. Et je rappelle que Saturne, c'est Shabtai en hébreu, et que Shabtai est à rapprocher de Shabbat. Une autre petite réflexion anecdotique avant d'entrer dans le vif du sujet. Je viens de voir le film L'homme idéal de Gozlan, et il s'est terminé de manière tout à fait emblématique. C'est Pierre Ninet qui joue le rôle principal, avec Anna Girardot qui est sa fiancée ou sa femme. Et à la fin, il ne se suicide pas, mais il arrange une sorte de mort où il disparaît en faisant croire que c'est quelqu'un d'autre qui est mort et qui a son identité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les dernières scènes du film, on le voit dans la rue, comme ça, étant un petit peu, pas SDF, enfin en tout cas complètement marginalisé, et assistant dans une, pas dans la librairie, mais en regardant à travers la librairie, il voit le manuscrit qu'il a laissé, le manuscrit posthume qu'il a laissé, les faux semblants, et puis qui succède au Sable Noir, qui a été un succès, et il voit sa femme recevoir les honneurs, et en plus il voit l'enfant qu'il a fait à sa femme avant de disparaître, qui est également en bonne place. Donc là, il y a une sorte de processus comme ça, testamentaire, en quelque sorte, que j'ai toujours signalé, et qui fait que les femmes prennent la succession, prolongent à la fois intellectuellement et physiquement l'homme, et qu'une fois qu'elles ont reçu la semence, une fois qu'elles ont reçu la semence à la fois physique et psychique et mentale, eh bien elles continuent leur chemin. Alors je rentre maintenant dans le vif du sujet, à savoir une réflexion sur donc les deux cycles de 7 ans, un cycle féminin qui va faire apparaître une sorte de rejet du masculin, et un cycle masculin qui fait apparaître le rejet du féminin. Et j'emploie le mot féminin-masculin délibérément, parce que là, il ne s'agit pas tellement des hommes ou des femmes, il s'agit d'une psychologie, d'une tonalité, d'une ambiance. Donc on va laisser de côté cette question des hommes et des femmes et mettre l'accent sur cette dimension collective dans le cas du féminin et du leader charismatique dans le cas du masculin. Alors, en 1989, nous avons eu un événement important, une révolution féminine, si on peut dire, que André Barbeau prétend avoir annoncé, mais qu'il n'avait pas du tout les outils pour le faire. Et il l'annonce d'ailleurs avec des outils qui ne sont pas appropriés, qui sont le cycle de Saturne de Neptune. Alors là, on est dans un cycle, le deuxième cycle de Saturne décalé par rapport à la conjonction, c'est-à-dire le cycle disjonctionnel de Saturne, qui se reproduit justement en 2004 et en 2011. Et c'est ce triptyque, mais on pourrait le prolonger à la fois dans le passé et dans le futur, qui nous intéresse ici.
2004, 1989, donc c'est effectivement la chute du mur de Berlin, la dislocation euh, du bloc pacte de Varsovie, la fin des satellites est-européens de l'Union soviétique, et par la suite la dislocation elle-même de l'Union soviétique, mais ça c'est un autre sujet. Et ça concerne également d'ailleurs la Roumanie, et, avec Ceausescu, qui saute aussi. Et en 2004, c'est-à-dire 15 ans, 15 ans plus tard, parce qu'on a en fait 1989, en 1997, on a la fameuse affaire de la dissolution de l'Assemblée par Alain Juppé et par Chirac, qui amène au pouvoir Lionel Jospin. Bon, c'est pas une révolution, enfin bon, moi je m'en tiendrai là, mais enfin je veux dire, c'est une arrivée de la gauche inespérée, d'une certaine façon, inattendue même, d'une certaine manière, et donc on a 7 ans après 99, on a effectivement, 5 ans après 1989, on a effectivement cette affaire de 97. 89, 97, ça fait 8 ans, 7-8 ans. Et 7 ans après 97, on a 2004. Et en 2004, on a ce qu'on appelle la révolution orange en Ukraine, avec 21 novembre 2004, la victoire de Viktor Yanukovych, qui est contestée comme frauduleuse par son adversaire Viktor Yushchenko et par Yulia Tymoshenko, la fameuse égérie ukrainienne. C'est ce qu'on appelle le début de la révolution orange. Et le 26 décembre 2004, Yushchenko, qui était pourtant le perdant, est élu au 3e tour, comme on dit. Et voilà, bon après, ça devient un peu plus compliqué. Mais on a ce phénomène-là, et la révolution orange entre bien dans la continuité de ce qui s'est passé en 89. Et puis en 2011, 7 ans après, on a évidemment, mais tout à fait à un autre endroit, la révolution, le printemps arabe, avec la chute des leaders égyptiens, tunisiens, et puis évidemment libyens, et puis la crise syrienne. Voilà, donc on a une série comme ça, qui est tout à fait impressionnante, de ce que j'appelle les révolutions de type féminin, c'est-à-dire disjonctionnelles, qui se déroulent à peu près 3 ans après le processus conjonctionnel. Et puis évidemment, si on remonte plus dans le passé, on trouve d'autres révolutions qui sont toujours féminines, comme la révolution de 68, la mai 68, et puis la révolution africaine, si on peut dire, de 60, 61, et puis on pourrait continuer comme ça. Alors, j'en parle avec d'autant plus d'intérêt de cette révolution féminine, de cette cycle de 7 ans féminin, que moi-même j'ai été concerné par cette affaire. En 2004, en novembre 2004, exactement au même moment que la révolution orange d'Ukraine, c'est intéressant parce que moi-même j'ai épousé en son temps une Ukrainienne, Larissa, et, qui était née à Kiev, justement. Et ce qui s'est passé en Ukraine, ça m'interpelle, parce que ça va dans le sens de mes travaux. Et en 2004, à titre personnel, en tant qu'organisateur, j'ai été le témoin d'un phénomène extrêmement fort de contestation, dont j'ai été d'ailleurs non pas la victime, mais plutôt le bénéficiaire, contre un certain pouvoir établi par certains astrologues, dont Yves Lenoble,
qui instaurait depuis déjà une quinzaine d'années un certain pouvoir dans l'organisation des congrès astrologiques, de la vie astrologique. Et puis donc finalement, tout d'un coup, il y a une révolution, une contestation très profonde qui met fin, définitivement d'ailleurs, parce qu'en fin de compte par la suite, le noble ne pourra pas se relever de cela, qui met fin à un pouvoir qui avait commencé au début des années 90. Et curieusement, tout d'un coup, alors que j'avais lancé, je n'organisais plus de congrès depuis un certain temps, depuis 2000, le congrès que j'avais organisé avec Patrice Guinard, qui avait d'ailleurs fort bien marché, eh bien, j'avais eu envie d'organiser quelque chose, et j'avais lancé cette idée. Et alors ça avait eu un impact absolument prodigieux, et d'ailleurs le film le montre bien, parce que tout a été filmé. Tout le monde voulait absolument être à ce congrès, participer à ce congrès, être présent à ce congrès de novembre 2004 à Paris. Et alors là, on n'a jamais vu une telle influence, non pas d'un public comme ça anonyme, mais de personnalités, n'est-ce pas, de leaders astrologiques qui se sont regroupés à Paris à cette audition. Et à mon avis, c'est effectivement un phénomène féminin, c'est la communauté astrologique française qui se ressaisit, qui s'affirme, et qui s'affirme comme n'ayant pas besoin véritablement d'un leader. Parce que là, en l'occurrence, j'étais pas vraiment un leader, j'étais une espèce d'autorité, de référence, mais finalement, j'ai été porté par ce mouvement. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que réfléchir sur les phénomènes historiques impliquait qu'on soit soi-même concerné et qu'on soit soi-même acteur. Et j'ai toujours été acteur au niveau des activités astrologiques, j'ai toujours organisé des choses, et j'ai vu quand ça marchait, quand ça ne marchait pas, et ça m'a inspiré évidemment des réflexions au cours des années, puisque j'ai organisé des choses sur une quarantaine d'années. Donc je peux quand même établir des combien, même si c'est un accumulat relatif. Mais là, en l'occurrence, ça s'inscrit dans un ensemble, bien entendu, beaucoup plus vaste, mais qui n'a absolument d'ailleurs aucune vocation à se limiter à un pays donné, contrairement à ce que croit André Marbeau. Il n'y a pas des configurations qui sont propres à tel ou tel pays, c'est ridicule. L'astrologie a été quelque chose d'universel, ça fait partie de la nature humaine, sur des millénaires, et donc c'est bien au-delà de tous les cloisonnements qu'on peut élaborer aujourd'hui, les cloisonnements politiques qui sont intéressants, mais qui n'ont aucune vocation à limiter et même à s'inscrire dans le champ astrologique. Enfin, ils s'inscrivent dans le champ astrologique, mais ils ne sont pas décodables par le champ, par la politique. C'est plutôt le contraire. C'est le politique qui est décodable par l'astrologie. Et donc, voilà, donc nous avons deux cycles, il fallait y penser. Hein. Alors, un premier cycle qui est fondé évidemment sur la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, je répète, Aldébaran, Antares, Régulus ou Malo, qui est le cycle conjonctionnel, c'est-à-dire que le cycle qui lui est masculin, c'est-à-dire qui affirme le besoin d'un leader qui se met en évidence, comme là en l'occurrence en 2015, la victoire de Netanyahou, qui est quand même une victoire personnelle, ou même le phénomène grec, ou même le phénomène Macron, d'une certaine manière. C'est aux antipodes, là on est dans une tonalité masculine. Et aux antipodes, en 2011, on était tout à fait dans une tonalité féminine. Et je ne parle pas d'homme ou de femme, là. Hein. Bon, je parle d'un état d'esprit, d'un zeitgeist. Et donc, à décalage de 3 ans, nous avons un deuxième cycle qui lui-même n'est pas marqué par une configuration astrale particulière, sinon par un aspect. C'est le rôle des aspects. Le rôle des aspects, c'est en quelque sorte de prolonger la conjonction. Hein. L'aspect a une dimension féminine par rapport à la conjonction qui serait masculine. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas à une configuration visible de conjonction, mais il correspond à une sorte de décalage de 3 ans, de 45 degrés, si on traduit ça en termes de cosmique,
mais demi-point si on veut, mais c'est un aspect, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est décalé mais qui n'est pas visible, parce on voit une conjonction se faire entre deux facteurs. Maintenant, quand les deux facteurs sont séparés, on ne le voit que si on sait qu'il y a eu cette conjonction. Quand vous voyez deux personnages séparés, si vous ne savez pas qu'ils étaient ensemble, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu un phénomène. Donc vous ne pouvez apprécier leur séparation que parce que vous savez qu'ils n'ont pas été séparés au va avant. Donc quelqu'un normalement constitué et qui n'est pas spécialement informé, il n'est pas frappé par des choses qui ne sont pas ensemble, s'il ne sait pas qu'elles étaient ensemble. Par contre, il peut être frappé par des choses qui sont ensemble, parce que le fait d'être ensemble, c'est déjà en soi un phénomène. Voilà, je l'ai laissé sur cette idée, je crois qu'il récapitule bien la situation et qui montre bien qu'on a, en cette année 2015, on a réellement en astrologie mondiale un outil extrêmement utile et qui devrait normalement l'emporter désormais. C'est vraiment là une percée au niveau de l'astrologie mondiale qui est tout à fait remarquable et qui devrait, et à mon avis c'est le test majeur, qui devrait être prise en considération par les spécialistes de sciences politiques et de sociologie politique.